On parle des énergies renouvelables dans le débat de ce Smart Impact avec Antoine Huard. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur, directeur général de Verso Énergie. Et Pierre Germain, bonjour. Bonjour. Associé, cofondateur de eCube Stratégie Consultante. Quelques mots de présentation pour commencer. Verso Énergie. Verso Énergie, déjà merci pour votre invitation. Verso Énergie, c'est un énergéticien dont l'ambition est de décarboner les secteurs qu'on juge impossibles à décarboner, notamment l'industrie, le transport aérien ou maritime, et de faire ça en connectant la production d'électricité renouvelable, qui est abondante, compétitive, et la production de molécules de synthèse, c'est-à-dire des molécules comme l'hydrogène ou les carburants synthétiques qui peuvent demain remplacer les carburants fossiles ou les produits fossiles qui servent dans l'industrie et dans le transport aérien et maritime. Même question pour eCube, c'est quoi? C'est un cabinet de conseil, c'est ça, dédié à un certain nombre d'enjeux, notamment l'énergie? On est un conseiller en stratégie, on est une cinquantaine de consultants, on est à Paris, Lausanne, Bruxelles, Londres. On existe depuis une quinzaine d'années et on accompagne effectivement les entreprises du secteur de l'énergie, des différentes filières, dans l'ajustement de leur stratégie à la nouvelle réglementation, aux nouvelles perspectives de développement de leurs activités. On accompagne également des entreprises dont le métier n'est pas de produire ou d'acheminer de l'énergie, mais de la consommer, et on les aide à mieux consommer l'énergie, à se décarboner. Avec, on va commencer par là, un constat d'inflexion, on va dire ça comme ça, Antoine Huard, dans les politiques publiques. Si je commence par le niveau européen, est-ce que vous diriez, alors évidemment on en parle beaucoup de la globalité du Green Deal, du Pacte Vert, on a beaucoup parlé de ça en matière d'agriculture, mais est-ce que vous dites qu'il y a moins d'ambition européenne aujourd'hui ? Je ne dirais pas ça, mais je dirais qu'effectivement la politique énergétique, elle est toujours une sorte de balancier entre trois objectifs qui peuvent paraître contradictoires, mais qu'il faut parvenir à concilier. C'est la résilience, l'autonomie énergétique, l'indépendance énergétique, le coût, il faut que ce soit compétitif, et puis bien sûr la décarbonation, il faut que ce soit conforme avec la trajectoire de décarbonation pour tenir les objectifs climatiques face aux dérèglements qu'on connaît bien. Et donc il y a parfois des moments où on met plus l'accent sur un des objectifs. Ça a été le cas dans la période post-Covid. Il y a eu un gros accent qui a été mis sur la décarbonation, et puis maintenant, avec la situation géopolitique qu'on connaît et la prise de conscience de l'impact sur notre industrie de la crise énergétique qu'on a traversée, un retour un peu de balancier vers effectivement la priorité économique. Donc la compétitivité. La compétitivité, la réindustrialisation, donc c'est le Clean Industrial Act, mais pour moi, c'est pas forcément incompatible avec la trajectoire de transition. Je ne vois pas ça ni comme un retour en arrière, ni comme un renoncement, mais plutôt comme un rééquilibrage. Et moi, je suis personnellement... Mais si on prend, si on prend l'exemple de la directive européenne CSRD, par exemple, on est quand même on appuie sur le frein. Ah oui, c'est très clairement. Alors c'était peut-être trop compliqué, on a reçu beaucoup d'entreprises qui nous disaient 800 pages, on s'y perd. Bien sûr, et il y a eu des excès de complexité, mais si on regarde directive par directive, il peut y avoir des reculs par endroit, des avancées de l'autre. Ce qu'il faut regarder, c'est la situation globale, et où je ne crois pas qu'il y ait un renoncement d'ensemble. Et d'ailleurs, moi je suis même convaincu que si on veut la compétitivité, c'est bien les renouvelables et ces nouveaux développements énergétiques qui peuvent nous y conduire. Donc il faut justement essayer de réconcilier ce qui a souvent, malheureusement, parfois, on a une tendance à opposer, le développement des renouvelables et la compétitivité, en disant les renouvelables coûtent cher, le fossile coûte pas cher. En fait, c'est plus compliqué que ça. Les renouvelables aujourd'hui sont dans beaucoup de cas d'usage plus compétitifs que les énergies fossiles. Alors il y a des explications, il y a des causes, Pierre Germain, notamment des raisons politiques. On peut parler évidemment des résultats des élections américaines, mais aussi des européennes au mois de juin dernier. Oui, absolument. C'est ce que les électeurs ont demandé d'une certaine façon. Voilà, donc les politiques s'infléchissent sous l'effet du résultat des élections, et effectivement les partis d'extrême droite portent des vues plus mesurées par rapport à ces politiques de mitigation environnementale, et donc ça se traduit par l'évolution de cette nouvelle Commission européenne, l'inflexion vers plus de compétitivité plutôt qu'une focalisation sur la décarbonation en tant que telle. Donc c'est la politique à la maille européenne, à la maille française, c'est
évidemment un déclencheur majeur qui est l'élection de Trump aux États-Unis, qui a donné un signal. Alors, ce n'est pas la cause primaire, mais c'est un accélérateur. Il a fait toute sa campagne sur le thème Drill, Baby Drill, donc relancer les forages, donc vive les énergies fossiles. Absolument. Ça doit quand même inquiéter le secteur des énergies renouvelables quand vous les conseillez, non? Alors, absolument, parce qu'il fait de cette politique énergétique un vecteur de compétitivité des États-Unis au détriment de l'Europe, d'où la réaction européenne. Donc une arme dans la compétitivité internationale, mais aussi vis-à-vis de la Commission, vis-à-vis de l'espace européen. On peut se dire également que c'est un levier pour lui, puisque l'espace européen cherche à se sevrer de consommation de gaz vis-à-vis de la Russie, mais que les Américains sont exportateurs de gaz. Donc basculer d'un approvisionnement russe vers un approvisionnement américain lui donne un levier supplémentaire. Oui, effectivement. Dans les négociations sur les droits de douane, ça fait partie de ce que Donald Trump met dans la balance. On a parlé de la réglementation ou de l'inflexion au niveau européen. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, Antoine Huard, au niveau français ? Par exemple, je me souviens d'avoir travaillé avec des entreprises de l'énergie qui attendent désespérément la loi de programmation pluriannuelle qui n'est toujours pas là, c'est ça ? Oui, elle n'est pas là pour des raisons qui, à mon avis, tiennent plus à la situation politique actuelle d'instabilité, d'absence de majorité, qu'à une réelle volonté de renoncement sur cette question. C'est également, je pense, attribuable à un phénomène assez franco-français qui est cet antagonisme entre nucléaire et renouvelable. On voit que cette PPE, on a aussi du mal à l'accoucher à cause de cette opposition qui renaît régulièrement de ses cendres. Il avait disparu cet engagement. Il avait disparu parce qu'on a traversé une crise énergétique où tout le monde a compris à ce moment-là, en tout cas on pouvait espérer que tout le monde comprenne définitivement qu'on a besoin des deux, qu'on a besoin de nucléaire, qu'on a besoin de renouvelable. Maintenant que cette crise énergétique est quand même derrière nous au sens où on n'est plus en situation de pénurie électrique, mais au contraire en situation de surcapacité électrique, certains peuvent avoir tendance à dire maintenant on n'a plus besoin d'un tel ou on n'a plus besoin d'un tel, alors qu'en réalité on n'est qu'au début de cette transition énergétique qui va passer par l'électrification, et donc ce surplus électrique c'est une richesse qu'on doit non pas considérer comme un surplus à couper, mais au contraire comme un pilier pour nous permettre demain d'électrifier davantage, de réindustrialiser le pays et de produire si on reprend l'exemple des molécules de synthèse, de produire des carburants qui vont remplacer les importations fossiles, et Pierre évoquait le gaz tout à l'heure, mais il y a tout ce qu'on importe de manière fossile, notre électricité peut nous permettre demain de nous en affranchir. Il y a une autre, alors on a parlé des raisons politiques, mais il y a les raisons économiques aussi, Pierre Germain, parce qu'on est, alors là je reste focus sur la France, mais on est quand même dans un contexte budgétaire particulièrement tendu, pour ne pas dire une équation impossible. Est-ce que ça impacte aussi les politiques de financement de la transition énergétique et notamment des énergies renouvelables ? Alors, c'est le sentiment que donnent les derniers arbitrages, effectivement, cette équation entre financer les retraites, l'effort de guerre, le modèle social français et la transition énergie-climat. De toute évidence, on n'a pas les moyens, il faut faire des choix, et ces choix se font aujourd'hui, malheureusement, au détriment du futur. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce qui est en train de ne pas se passer, si je peux poser la question de cette façon-là ? On a évoqué effectivement les retards pris par l'adoption de la PPE. On parle de 2 ans de retard. Cette PPE, elle devait être en vigueur début 2024, donc votée en 2023. On est 2 ans plus tard. C'est une obligation législative, c'est une loi que s'impose la France. D'autres choses plus concrètes, c'est les déclarations sur les objectifs de déploiement de renouvelables électriques en France, par le gouvernement, plus récemment par la Commission de régulation de l'énergie, qui n'est pas une instance politique, mais qui traduit le fait qu'effectivement, il n'y a pas un décollage suffisant de l'électrification. La consommation électrique est à peine revenue, encore en retrait par rapport à la période pré-Covid. Donc là où on envisageait pour décarboner un basculement sur l'électricité, les consommations d'électricité, la consommation ne suit pas. Et donc les perspectives de production de nouvelles capacités électriques renouvelables ne se justifient plus, et donc la CRE en tire les conséquences et suggère une réduction des objectifs. Et donc ça a un impact direct sur les entreprises qu'on accompagne. Est-ce que, je vous entendais au début de l'interview être relativement optimiste sur le côté européen, est-ce que vous dites que c'est un repli conjoncturel ? Oui, parce que quand on regarde la situation mondiale, les renouvelables ont clairement une dynamique qui va être impossible à arrêter. Ça s'impose pour des raisons de compétitivité. Le surcoût qu'on constate, il est lié à
une imperfection de notre système. On fait porter au budget de l'État le coût des renouvelables alors que ça n'a plus vraiment de sens. Il y a une demande des industriels pour acheter de l'électricité renouvelable et on leur dit non, les parcs renouvelables doivent passer par des appels d'offres de l'État qui vont être portés par des lignes budgétaires et la facture avec une contribution sur la facture. Donc vous avez d'un côté les prix qui baissent parce qu'il y a trop de renouvelables et de l'autre les factures des gens qui augmentent. Tout ça ne peut plus durer. En revanche, dans le monde, les renouvelables avancent. Il y a 600 gigawatts qui ont été raccordés l'an dernier. C'est plus 33% par rapport à l'année précédente. Il y aura 700 gigawatts cette année d'après les estimations. Il n'y avait même pas un gigawatt en 2006-2007. Donc vous voyez qu'on est dans une progression exponentielle. La France ne va pas faire exception à cette règle. Donc la question c'est est-ce qu'on y va ou avec un mécanisme de marché et de financement de ces renouvelables qui est adéquat ou est-ce qu'on reste, je dirais, enfermé dans nos luttes franco-françaises nucléaires versus renouvelables qui nous font perdre beaucoup de temps. C'est quoi la réponse de la filière face à ce repli qui est sans doute, je suis assez d'accord avec vous, conjoncturel? Donc effectivement, on peut être positif. On peut peut-être être positif à long terme. À court terme, il y a des ajustements nécessaires pour les entreprises parce qu'il y a concrètement, effectivement, une baisse de l'engagement de l'État auquel il faut pallier. Donc si on prend l'exemple de la production d'électricité renouvelable, les mécanismes de soutien qui allaient directement à l'achat par la puissance publique de l'électricité doivent se susciter par une vente auprès de consommateurs finaux. Donc on s'engage dans le marché à trouver des clients directement. Les efforts doivent porter sur l'efficacité opérationnelle de l'exploitation de ces parcs. Ça a longtemps été négligé. La plupart des développeurs de champs solaires, d'éoliennes, l'enjeu opérationnel d'efficacité était dans le développement le plus rapide possible de capacité, sécuriser du foncier. Aujourd'hui, il faut exploiter efficacement, réduire les coûts. Sur la recharge de véhicules électriques, c'est aujourd'hui peut-être en éloignement de l'horizon auquel la vente de véhicules à moteur thermique sera interdite. Et donc le plan de déploiement des bornes doit être ajusté en tant que tel. Donc il faut réviser les plans de déploiement. C'est aussi des opportunités d'ailleurs pour les entreprises. Si je reste sur le champ Dernier mot, très rapide. Des opportunités de consolidation, il y a des acquisitions à faire pour gagner aussi en efficacité et grâce à une taille plus importante des effets d'échelle. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant et je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.